Bonjour Général Cousteau. Bonjour Laura, je salue également votre précédent invité et je salue également tous les amis de la France qui, je suis sûr, sont nombreux à vous écouter. Écoutez, je vous remercie. Je vais essayer d'augmenter à distance un petit peu votre son parce qu'on ne vous entend pas très bien parler. Oui, moi je vous entends très Ah, ça bien. va mieux. Voilà. Bon, bah, ça va mieux. Touchez plus à rien, tout va bien. Je suis ravie. Cher Général, ça fait un moment qu'on n'a pas pu vous avoir sur Géopolitique Profonde. Est-ce que vous avez des éléments aujourd'hui quant à la situation, au ressenti d'un Français, enfin militaire gradé que vous êtes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, cher Général? Eh bien aujourd'hui, Laura, j'ai mal à ma France, vraiment. J'ai mal à ma France et je dirais qu'il y a deux exceptions françaises. L'une, c'est le non-respect de la parole donnée et l'autre, qui semble gravissime, c'est qu'on ne change pas les équipes qui perdent. Récemment, dans une interview, le général de Villiers a évoqué le délitement de la France, que nous avions déjà dénoncé en 2021, ce que nous avait valu l'opprobre des gouvernants de l'époque et de bien d'autres. Qu'est-ce qui a changé depuis? Mais c'est pire, c'est pire. Voilà, donc les gouvernants sont soumis à une très sévère impopularité. Le président de la République et le Premier ministre, mais le tout est dans un bain de corruption à tous les étages, car la République bananière, elle n'est pas en Afrique, elle est chez nous. Voilà, donc je souhaiterais éventuellement évoquer le non-respect de la parole donnée et puis on ne change pas les équipes qui perdent. Cher Général, vous parlez de cette tribune des généraux. C'est de ça qu'on parle, celle qui avait reçu une remarque de la part de la ministre de l'époque, Pannier-Runacher, qui vous a traité de généraux en charentaise. C'est de ça qu'on parle? Oui, oui, mais j'ai pas envie de parler de ça, c'est tellement misérable. Elle a fait un copier-coller d'un autre homme politique que je ne citerai pas. C'est pas ça qui m'intéresse. La ministresse de l'époque a été misérable également derrière le Premier ministre de l'époque. Ça, c'est du passé. Je souhaiterais plutôt qu'on parle du présent. Oui, Général, oui. Alors, par exemple, quand je parle du non-respect de la parole donnée, nous avons un homme politique très connu qui est avocat, qui a déclaré ne pas souhaiter avoir de ministère. Une semaine après, il était garde des Sceaux et quelques temps plus tard, il était mis en examen. Mais ça n'a gêné personne. Lui le premier, un dénommé M. Dupond-Moretti. Les promesses électorales, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Pasqua, n'engagent que ceux qui les écoutent. Nous avons de multiples exemples de ce genre de dévoiement. Les élections, elles sont truquées. On le sait. On se dit en démocratie. Nous nous réclamons d'être une démocratie, mais les actes posés par nos gouvernants montrent que nous n'y sommes plus. Les exemples seraient multiples. Je ne vais citer que les machines à voter. Ah, On sait très bien que les machines à voter sont un moyen de faire ce que l'on veut. Aux dernières élections municipales, il y a eu des bruits, fondés ou pas, sur des tricheries, en particulier dans une grande ville du sud de la France. Mais les machines à voter ne sont pas disposées n'importe où. On leur fait faire ce qu'on veut. Un rapport d'une commission sénatoriale avait montré que ce n'est absolument pas fiable, mais on a enterré le rapport, il y a eu un moratoire et les machines à voter sont toujours là. Les élections sont truquées. Je vous rappelle quand même que lors d'une élection précédente, un maire d'une ville du sud-ouest, qui a même accédé à Matignon, avait mis sous le coude
quelques parrainages pour privilégier des candidats qui sortaient d'on ne sait d'où. Donc, notre vie politique est complètement truquée, dévoyée. Je rappelle également que en 2005, M. Jacques Chirac, Premier ministre, a fait un référendum auquel les Français ont répondu non à la question qui était posée de savoir si la France acceptait de transférer une partie de sa souveraineté à l'Union européenne. Alors là encore, on nous a menti, parce que le 54,65% de non est un chiffre qui est faux. Tout le monde le sait, sauf les Français qui ont voté. Ce chiffre était tellement extravagant que s'il avait été rendu public, c'était difficile pour l'Union européenne de survivre. Là encore, on a triché, on a violé la parole donnée. Alors, ensuite, il y a un problème qui est grave. L'ambivalence de la politique étrangère de la France. Au regard de la situation de la France, qui n'a fait qu'empirer, en 2023, avec un ami qui est ancien avocat de la Direction générale des douanes, maître Fabrice Bonnard, nous avons écrit au président de la République. Et après un rapide constat sur l'état de la France, nous leur avons demandé dans un premier temps de faire supprimer cette ambivalence déclarée sur le site du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire quoi l'ambivalence? Ça veut dire qu'on ne peut pas croire ce que nous disons, car un mot peut avoir deux sens complètement opposés. Ça veut dire que nous ne sommes pas fiables, nous ne sommes pas crédibles. Et puis deuxièmement, nous avons proposé une solution au président, d'une part pour sortir la France du guêpier dans lequel il se trouvait, et d'autre part pour lui-même se sortir du guêpier. Vous savez quoi? Nous n'avons eu aucun retour. Ah. Nous avons envoyé ça en recommandé avec avis de réception. D'abord, la loi sur les lanceurs d'alerte a été bafouée. Elle date de 2022. Et en plus, il n'y a même pas un personnel du secrétariat de l'Élysée qui ait pu nous dire que finalement, notre proposition n'était pas recevable par les présidents de la République. C'est le mépris le plus total vis-à-vis de la démocratie. Alors, comme nous n'avons pas eu de retour, nous avons remis le couvert le 20 novembre 2024 pour lui rappeler ce que nous lui avions écrit et l'aider, car nous souhaitons aider le président pour qu'il aide lui-même et qu'il serve la France. Là encore, pas de retour. En 2025, avec un petit décalage, le 30 novembre, c'est-à-dire le jour de ma fête, nous l'avons écrit une troisième fois. Eh bien, cher Lara, nous n'avons toujours pas de réponse. L'Élysée est absent au téléphone et au courriel que nous lui envoyons. C'est un véritable scandale au regard de la démocratie dont la France se réclame d'être. Voilà. Donc, cette ambivalence de la politique étrangère de la France met en cause notre parole, met en cause notre crédibilité, notre fiabilité et la confiance qu'on peut nous accorder. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave. L'Élysée est sourd. Alors évidemment, avec des comportements comme cela, on comprend que le président soit hors sol, ainsi que son gouvernement. Je précise quand même que je m'exprime à titre personnel, privé, et non pas au nom d'une association, quelle qu'elle soit, dont on pourra éventuellement reparler. Alors maintenant, je voudrais aborder un sujet qui est beaucoup plus grave encore. Je voudrais faire un mot sur le traité de Paris de 1947. Le traité de Paris devait conclure les dispositions prises pour la paix à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. La France est enregistreuse et dépositaire de ce traité qu'elle a transmis à l'ONU. Elle a une responsabilité particulière. Elle détient les instruments de ratification. Or,
Ce traité comporte une disposition qui concerne les 13 îles grecques aux limites de la Turquie. Ces îles devaient être démilitarisées. Or, sous l'influence de l'OTAN, suivez mon regard, le bras armé des États-Unis, ces îles ont été militarisées. C'est une violation flagrante du droit international. Comment voulez-vous que la France en sorte grandie? À partir de là, nombre de pays se sont dit le droit international, on s'en moque. Les traités internationaux ne servent à rien. Alors, ça pourrait sembler être une anecdote, mais c'est le début d'une longue série de drames que nous vivons encore aujourd'hui. Depuis, un certain nombre de conflits, de guerres, ont été engagés sans mandat d'organisation de l'ONU. Par exemple, au Kosovo. Guerre du Kosovo à laquelle nous avons participé. Belgrade a eu plus de 3000 morts pendant 50 et quelques jours, sans mandat de qui que ce soit. Ensuite, la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, on a dit que la Russie avait envahi l'Ukraine. Soit. Mais ceux qui disent ça oublient ce qui s'est passé avant, et en particulier les milliers de russophones du Donbass qui ont été tués par des bombardements de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'on commence la guerre le 24 février 2022, on ignore ce qui s'est passé avant. Et en particulier, la veille, et ça, tous les militaires le savent, il y a eu une recrudescence de bombardements qui indiquait une attaque imminente de l'Ukraine sur cette partie de son pays. La Russie... Contre ses propres concitoyens, hein, rappelons-le. Hein, ces morts-là, ce sont des Ukrainiens à ce moment-là. La Russie a agi par devoir de protéger les populations dont elle avait un peu la responsabilité. Cette guerre a été voulue. Notre ancien président de la République, M. François Hollande, a déclaré, comme la chancelière allemande, Mme Merkel, qu'il n'avait pas eu l'intention de faire respecter les accords de Minsk. C'est gravissime. Un président de la République qui dit publiquement qu'il a signé un traité qui a été ratifié, qu'il n'avait pas l'intention de le respecter. Mais aujourd'hui, cher Lara, cet ancien président est à l'Assemblée nationale. Ça ne gêne pas sa présidente. Ça n'a pas l'air de gêner les centaines de députés qui sont là. Il est toujours là. Mais alors, général, mieux que ça, il dit qu'il se prépare pour revenir à la tête du pays. Mais Lara, on ne change pas les équipes qui perdent. Vous voyez, ce n'est qu'un avis qui m'engage que moi. Je dis que cet homme devrait être inéligible à vie. Ah ben oui, je suis sérieux. On peut rêver. Les professionnels de la politique, on en a assez. La France a une exception, c'est qu'on ne change pas les équipes qui perdent. Effectivement, ils se préparent pour 2017. Alors, dans la guerre en Ukraine, on pourrait dire encore beaucoup. D'ailleurs, un petit rappel en arrière. Ouais. Dire que tel ou tel a provoqué une guerre. Je rappelle que lors des 3 guerres fratricides entre la France et l'Allemagne, en 1870 et lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Bon, vieux souvenir. Ce qui veut dire que c'est un peu réducteur que de dire un tel a attaqué. En tout cas, dans tous les cas de figure, actuellement, et depuis le traité de Paris, ce sont des violations flagrantes du droit international. Alors, la guerre en Iran. La guerre en Iran, c'est également quelque chose de dramatique. Je voudrais quand même, au passage,
m'incliner devant les dépouilles de nos 3 Français, 3 soldats qui sont morts lors de cette guerre. Cette guerre a été déclenchée par Israël et les États-Unis sans mandat de qui que ce soit. Une violation, encore une fois, du droit international. Exact. Et l'adjudant-chef Arnaud Frion est mort en mission. Lui, il a agi dans le cadre d'une mission qui avait été confiée par l'armée française. Mais si on remonte aux sources, cette guerre était déclarée de manière illicite. Les 2 soldats de la FINUL qui sont morts ces jours-ci au Liban, d'une certaine manière, c'est encore plus grave parce que la FINUL est là pour le maintien de la paix. Alors, ces gens-là n'étaient pas là pour combattre, ils étaient là pour aider à la paix. Hier, j'entendais à la radio un commentateur qui disait que le Hezbollah, puisque c'est lui qui est présumé auteur de Justement, j'aimerais vous demander là. Il a monté une embuscade. Ce n'est pas un simple accident, une embuscade. Et le commentateur disait que c'était un crime de guerre. D'accord, d'accord. Mais comment voulez-vous que ces gens-là, pour qui l'enjeu est existentiel, se préoccupent des règles, des lois de la guerre et du droit international dans la mesure où tout le monde s'assied dessus? Il faut comprendre que le drame est beaucoup plus profond. Alors, je m'incline également devant la dépouille du sergent-chef Florian Montereau et du caporal-chef Anissé Girardin, qui sont morts pour l'honneur de la France, mais pas de ceux qui les gouvernent. Voilà. Alors après, le Venezuela. Mon général, oui, hein? Non, mais déjà pour la FINUL, j'ai une question. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a eu une enquête et qu'on a déterminé que c'est le Hezbollah qui a organisé l'embuscade. En rien, je ne soutiens le Hezbollah. Soyons clairs. Pour moi, ce n'est pas du tout une organisation que je soutiens d'une quelconque manière. Mais j'aimerais, vous, en tant que militaire, qu'avez-vous vu au profit de cette embuscade? Qui profite de l'embuscade? La FINUL était là, le Hezbollah était là, il n'y avait pas d'embuscade. Tout à coup, Israël donc déclenche une invasion terrestre du Liban, bombarde à coups de tue tout ce qui peut être des voix qui s'élèvent contre justement cette opération militaire. En quoi le Hezbollah tout à coup a intérêt d'attaquer la FINUL? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Tout simplement, c'est vieux comme le temps. Hein. Ça a toujours été une déduction qui était une base pour aller enquêter et comprendre qui a fait le crime, puisqu'il devait être à son profit. Laura, je vais vous faire une confidence. Dites-moi. Lorsque j'étais à l'école d'application de l'infanterie, il y a plusieurs dizaines d'années, j'étais sous-lieutenant, nous avions des camarades libanais, de très bons camarades, des gens très gentils. Mais franchement, je me souviens très bien, ils menaient grande vie. Ce n'est pas avec des hommes comme ceux-là que les Libans pouvaient avoir une armée capable de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, l'armée libanaise est moins puissante que le Hezbollah. Le drame, il est là. Il est là. Oui. Le Liban n'a pas les moyens de faire régner l'ordre. Il n'est pas souverain sur son propre territoire. Exactement. Il se retire dès qu'il voit un soldat israélien. Ils ne combattent pas. Ils se retirent dès qu'ils voient un soldat israélien. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la loi du plus fort. À partir du moment où le droit international est violé, il n'y a plus de règles et c'est le plus fort qui frappe et qui a raison. Voilà. Alors, je n'irai pas plus loin dans ce commentaire, mais c'est dramatique pour tout le monde. Mais général, là, encore une fois, le rôle de la France, on a quand même le Liban, c'est une particularité. Nous avons un droit presque moral, enfin une obligation morale d'être aux côtés du Liban.
Ça en est Absolument. où? Comment les militaires aujourd'hui se regardent dans un miroir avec ce qui se passe au Liban? Pas vous, vous n'êtes, mais dites-moi comment? Ben, vous savez, je n'oublie pas les drames qui ont eu lieu précédemment en Drakkar, etc. La France a aidé le Liban. Mais le Liban lui-même devrait se prendre en compte et se donner les moyens de se défendre. Est-ce qu'il le fait? Alors, c'est sa faiblesse qui fait qu'il est persécuté. Je suis désolé de dire ça. Et une armée, c'est pas fait pour attaquer n'importe comment, c'est pour défendre les intérêts de la population qu'elle est chargée de protéger. Est-ce que le Liban a ces moyens-là? Non. Le Liban est trop faible pour agir seul. Évidemment, la France a un relais à jouer. Après, moi, je ne me mets pas à la place de nos gouvernants. Hein, parce que, on le sait, il est difficile de leur faire confiance. Je me souviens très bien que lors de l'assassinat de M. Hariri, le président Chirac avait été absolument scandalisé. C'était un ami du Liban. Les Français sont amis du Liban. Les Libanais se souviennent de la France. Ils n'ont rien contre la France. Mais effectivement, nous sommes souvent aux abonnés absents, en particulier avec les faibles. Aujourd'hui, c'est la partie sud du Liban qui est en cause. Hein. Jusqu'où est-ce que ça ira? Je ne sais pas et je ne crois pas qu'Israël s'arrêtera seul. Là encore, c'est le plus fort qui a raison. C'est le plus fort qui écrit l'histoire. Mais Du la côté France n'a. israélien, comme du côté du camp en face, la question est existentielle. Et je ne me hasarderai pas à dire qui a raison ou qui a tort. Je dis qu'à partir du moment où deux parties se promettent d'éradiquer celle qui est en face, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. En tout cas, on peut au moins ne pas aider les belligérants à poursuivre le combat, comme en Ukraine d'ailleurs. Voilà, donc nous avons un devoir de réserve, oui, un devoir de réserve. Oui, j'ai dit un mot sur le Venezuela, mais le Venezuela, c'est incroyable. Les États-Unis enlèvent un chef d'État en exercice pour le faire prisonnier. Mais c'est une violation caractérisée. Pourquoi? Faisons pas de soucis. C'est parce qu'il y a du pétrole. Et les États-Unis, vous savez, c'est un peuple qui a peu d'histoire, peu de culture. Ce sont des cow-boys. Hein? Le président américain va d'une volte-face à l'autre. Il est imprévisible. Ils sont des cow-boys qui se croient encore en train d'aller vers le Grand Ouest, sans se préoccuper des populations présentes. Il faut poser la question aux Indiens. Les États-Unis continuent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. Mais ça pourrait ne pas durer. Et nous, d'ailleurs, nous avons été américanisés. Je vais raconter qu'il y a quelque temps, j'étais dans un restaurant où la carte ne me plaisait pas tellement. Et le serveur me dit, mais vous savez, la France est américanisée. Mais malheureusement, il avait raison. Je rappelle que le général de Gaulle n'a jamais voulu participer aux commémorations du débarquement en Normandie. Parce qu'il savait très bien que les Américains n'étaient pas là pour les délivrer. Je m'incline quand même devant les milliers de GI qui sont morts sur le champ d'honneur. Mais ils étaient là pour faire de nous un nouveau protectorat, ce que nous sommes à peu près. Hein? Le plan Marshall, qui avait pour but de nous aider, comportait, entre autres clauses, l'obligation d'ouvrir des dizaines de salles de cinéma pour permettre à Hollywood de se produire. C'est un petit peu la technique de Gramsci, vous savez, cet Italien qui voulait faire la révolution sans les armes, en agissant sur les esprits, sur les neurones, sur la culture et sur la formation, hein, sans les armes. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Hollywood, finalement, on l'avait déjà décelé dans le fameux livre La Mafia, la Maison Blanche, mais Hollywood a des liens très étroits avec l'affaire Epstein. Pardonnez-moi. D'ailleurs, c'est assez cocasse parce que
le président de l'Assemblée nationale, il y a quelque temps, a été interpellé par un journaliste qui lui posait la question d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. La présidente, dans sa grande assurance, lui a dit que ce n'était pas le sujet, que les députés travaillaient fort à l'Assemblée, hein, et qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Alors, je comprends bien, comme l'a dit M. Pissantini, que le 1er mai, les boulangers et les fleuristes aient envie de travailler, qui trouvent que c'était bien. Je ne suis pas contre. Mais l'affaire Epstein, ça touche toute la population. Et ça touche non seulement les élites, mais ça s'est démocratisé. Je comprends très bien que la présidente de l'Assemblée nationale n'ait pas envie de regarder trop ce qui se passe, parce que trop de personnes en vue seraient certainement éclaboussées. On le remarque on le découvre jour après jour. Il y a la partie glauque d'Epstein, et puis il y a son influence dans le domaine de la géopolitique. Il y en a qui décrit très bien tout ça, c'est Alain Escada. C'est tout à fait remarquable. Voilà, donc tout ça, c'est lié. Alors, les Américains, eh bien, ce sont des cow-boys. Voilà. Et nous, eh bien, nous suivons. Alors, ensuite, toujours dans cette trahison de notre parole, la France a une responsabilité immense. La Ve République est largement responsable du chaos mondial aujourd'hui. Car la Ve République a été dévoyée, bien sûr, elle a été retoquée 24 ou 25 fois. Mais elle n'a pas empêché nos gouvernants de trahir, de se parjurer. Alors, la France est à la remorque des États-Unis qui se permettent tout. Bien. Il y a finalement une sorte d'incitation formelle à violer le droit international. La Ve République est un obstacle à la paix. Le résultat, c'est que ce sont les armes qui parlent. On l'a vu dans les exemples cités, mais il y en a bien d'autres. Et ça n'est pas fini. Or, la France se contredit, car en ignorant le viol du traité de Paris, elle s'adresse à l'ONU, alors qu'elle-même était l'architecte de ce traité. Nous sommes en pleine contradiction, en pleine ambivalence. Et tant que nos gouvernants ne serviront pas les intérêts du peuple français, ça ne pourra pas s'améliorer. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale à laquelle je ne crois pas trop, mais qui est quand même plausible. Et je dis que si cette guerre mondiale se déclenche formellement, nous en serons largement responsables. Il faudrait que, puisque les gouvernants ne veulent pas le prendre en compte, que les Français se réveillent et qu'ils prennent conscience de notre responsabilité en ce domaine. Voilà ce que je pouvais dire sur la trahison de la parole donnée, ce qui nous décrédibilise complètement. Bah, écoutez, je vous remercie, mon cher général. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Oui, alors, j'aimerais parler un petit peu de... Je dis qu'il y avait une exception française, on ne change pas les équipes qui perdent. Bon, ouais. Alors, aujourd'hui, je considère que tous les ministres qui ont servi, je ne dirais pas sous M. Emmanuel Macron, président de la République, mais qui ont servi M. Emmanuel Macron, président de la République, tous ces ministres sont complices et co-responsables de la situation de la France aujourd'hui. Il faut être clair. Alors, les mises en examen ne se comptent plus. L'immunité présidentielle, quand même intéressant. En 2007, il y a une loi constitutionnelle, qui a été concoctée par M. Chirac et M. Sarkozy pour que le président de la République soit préservé au plan pénal, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Articles 2 et 3 de la Constitution,
qui précise que le peuple exerce sa souveraineté directement par référendum ou par ses représentants, eh bien, le président de la République, qui lui-même n'est que représentant du peuple, et il viole la Constitution, qui précise qu'aucun individu ne peut se prévaloir de cette souveraineté. Voilà, donc le président Macron, on le sait, a un autre agenda que celui de l'intérêt du peuple français. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été sanctionné. Je n'ai fait que relayer des ouvrages de personnes qui n'ont eu aucune difficulté avec les tribunaux et qui dénonçaient cela. Hein. La France a les découpes, le plus grand foncier, etc. Alors, en plus, j'ai eu l'outrecuidance de porter plainte contre un ministre des Armées qui s'appelait Sébastien Lecornu, puis des autres présidents, puis des autres ministres, qui, avec l'accord du président, sinon son ordre, ont violé la loi en fournissant à une puissance étrangère des moyens militaires prélevés sur notre propre armée. C'est-à-dire que je porte plainte contre des ministres qui violent la loi sur ordre du président, et c'est moi qui suis sanctionné. Comment sans jugement. Non, mais c'est lamentable, c'est misérable. C'est pas ça qui va m'empêcher de parler. Alors, comment ça se fait que nous en sommes là? Il y a aussi la question des parrainages publics. Vous savez que pour l'élection présidentielle, oui, les parrainages sont maintenant publics depuis M. François Hollande, encore lui qui est cité. Et qui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie au motif qu'elle a été trompée. Hein, c'est quand même pas une banalité non plus. Pourquoi cela? Eh bien, ils savaient très bien que auparavant, les maires donnaient un parrainage pour un candidat. Maintenant que le parrainage est public, eh bien, les maires sont sous l'emprise du préfet, du parti, du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal, etc., etc. Un tiers des maires ont donné leur parrainage à la dernière élection. J'avais écrit un article qui est paru nulle part, évidemment, parce que je reste très périphérique, le courage des maires. J'avais invité les maires au regard de la gravité de la situation de la France, pour une fois, à privilégier l'intérêt supérieur en offrant le parrainage aux candidats qu'ils choisissaient, au risque de voir leur demande de subvention passer un peu plus bas dans la pile des demandes. Un tiers des maires ont donné leur parrainage parce qu'ils sont soumis à des pressions, c'est-à-dire que la démocratie, encore une fois, est bafouée. Alors ensuite, la question de la censure. La censure et la liberté d'expression. Bon, la liberté d'expression, on sait ce qu'elle est. J'ai dit moi-même que j'avais été sanctionné. Comment en est-on arrivé là? Les Français sont tenus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, nous avions l'obligation de nous signer une autorisation de sortie dans un rayon d'1 kilomètre autour de notre domicile, pour un motif totalement fallacieux. Alors, ma chère Lara, les loups et les lynx ont été réintroduits en France et open bar sur les troupeaux. Mais nous, les humains, nous devions être concentrés dans une bulle d'1 kilomètre de rayon. Attendez, c'est la France d'aujourd'hui, ça. Hein? Comment? Alors, les Français, évidemment, ils sont soumis. Nous sommes dans un régime complètement tyrannique. Le général de Gaulle avait dit que les Français étaient des veaux. Bon, j'irai moins loin ou plus loin, c'est vous qui apprécierez. Je qualifierais le français comme un B au cube, un B puissance 3. Le français, il bouffe, il boit et il baise. Je vais vous expliquer. La cuisine française est la plus réputée du monde. Il y a un problème de son, cher général. Pardon? Il y a un problème de son maintenant. Ah bon, la gastronomie française est reconnue à l'échelon de la planète. Les vins français sont reconnus également
à l'échelon mondial. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. On est bien d'accord. Pour le troisième terme, on a oublié une chose. On a oublié ce qu'au Moyen Âge, au XIIe siècle, je crois, le roman courtois, l'amour courtois. Là, le chevalier devait mériter les attentions de la belle convoitée. Ça n'était pas, la France n'était pas ravalée, la femme, pardon, n'était pas ravalée à un objet consommable pour assouvir les pulsions les plus viles, mais elle était subliminée. La France, je confonds toujours les deux, mais il y a une raison. La femme était portée aux nues. C'est la dame qui décidait d'accorder ses faveurs à celui qui l'a courtisé. Voyez-vous, je pense à un petit livre qui a été écrit par Madame Gabrielle Cluzel, qui est, je crois, directrice, rédacteur en chef de Boulevard Voltaire. Ce petit livre s'intitule Adieu Simone. Il est savoureux. Pourquoi? Parce que d'abord, il est écrit par une femme, avec beaucoup de délicatesse. Il pique un peu, parce que l'humour est quelquefois un peu dérangeant. Pour qui? Pour les féministes. Madame Cluzel démontre les arguments des féministes en leur démontrant que les féministes, souvent, desservent la cause qu'ils prétendent défendre. J'ai d'ailleurs une amie un jour qui m'a dit, vous savez, je ne me battrai jamais pour l'égalité entre les hommes et les femmes parce que nous sommes bien supérieurs. Pourquoi pas? Voilà. Donc le français est capable de grandes choses. Il est capable d'être raffiné en matière de gastronomie, de vin et la manière de parler aux dames. Voilà. Mais le français va peut-être se réveiller. Vous savez, il est quand même, il n'est pas très réfractaire jusque-là. Il y a eu l'expérience malheureuse des Gilets jaunes. D'ailleurs, je remarque au passage qu'aujourd'hui, au regard de l'augmentation du prix de carburant, le gouvernement, M. Lecornu, Premier ministre, a tout de suite pris quelques mesures. Alors, j'en ai certainement qu'en concours de circonstances, les trois catégories de personnes qui, dans un premier temps, ont attiré l'attention du gouvernement, ce sont les routiers, les agriculteurs et les pêcheurs. J'observe que ce sont trois catégories de personnes qui peuvent être très dérangeantes pour les pouvoirs publics. Les routiers, ils peuvent bloquer le pays. D'ailleurs, souvenez-vous, au moment de l'obligation vaccinale, ils n'étaient même pas astreints à l'obligation vaccinale, parce qu'ils ont des syndicats et un pouvoir de nuisance important. Les agriculteurs ont des gros tracteurs, et les pêcheurs, ils sont gentils, mais j'étais à Rennes lorsqu'ils ont fait brûler le Parlement de Bretagne. Donc, bizarrement, ce sont ces trois catégories qui ont été récompensées les premières. Alors, bon, il va quand même falloir terminer, si vous voulez. J'ai dit que la France avait des atouts. Elle a aussi les plus belles femmes du monde, chère Lara. À égalité avec l'Arménie, quand même. Hein. Elle n'a pas entendu. Bon, voilà. Alors, j'aimerais terminer d'une manière positive. Parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La France a une responsabilité écrasante dans le bazar international qui peut déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. Mais je reste optimiste pour deux raisons. Les prophéties, vous savez, je ne les crois pas forcément, mais en Bulgarie, il y a une dénommée Baba Vanga qui est très connue et qui annonce ce qui va se passer demain. Alors, sur Wikipédia, on voit qu'il y a des prophéties qui n'ont pas été réalisées. Mais il y en a une à laquelle on devrait prêter attention. Elle dit qu'en 2026, nous sommes en 2026, il y a trois dragons qui vont terrasser le monstre. Le monstre, c'est celui qui domine la planète aujourd'hui. Les trois dragons sont la Russie, la Chine et l'Iran.
Ah, ceci peut expliquer cela. Mm. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer à la fin de l'année, mais restons vigilants. Voilà. Alors, pour conclure, puisque je crois que ça va être bientôt l'heure, Oui. je vais rester sur une note résolument optimiste. Les prophéties disent également que c'est de la France que le monde va se relever, par la France que le monde va se relever. C'est la France qui va sortir le monde du bourbier. Il y a beaucoup de solutions qui sont en cours. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je rencontre beaucoup de Français qui sont très motivés. Alors, il y en a qui sont désespérés, c'est pour ça qu'il y a un problème de natalité en France, mais d'autres qui, au contraire, sont pleins d'espoir et d'espérance et qui ont des familles nombreuses. Moi, je suis un petit joueur, je n'ai que 6 enfants, mais je connais des familles de 6, 8, 10, 12, 15 enfants. Pourquoi? Parce que ces gens-là donnent un sens à leur vie. Ils donnent un sens à leur vie et ils mettent les enfants dans des écoles hors contrat, ce qui peut défriser notre président, mais des écoles où, au lieu d'enseigner l'éducation sexuelle aux petits-enfants, on leur enseigne à écrire, à lire, à compter et à réfléchir. À réfléchir. Mais comprenez bien que si on enseigne aux enfants à réfléchir, il ne faut pas être si soumis. Alors, moi, je suis pour l'instant sur un registre très doux. Hein. Je suis président d'une association, et là, je parle escalité. Cette association, on peut trouver son site sur Internet, je vous l'affiche, propatria-officiel.fr. Cette association fait ce que personne d'autre ne fait. Car les associations, en général, s'adressent à des publics ciblés. Les associations d'adeptes de la pêche au gros ne doivent pas recruter des tennismen. Les associations patriotiques s'adressent à des gens qui aiment la France, qui ont envie de la soutenir, qui font des colloques, des articles, des magazines, des manifestations en faveur de la France. Mais nous allons faire mieux. Nous allons nous adresser à 68 millions de Français. Le tout dans la stricte légalité. J'insiste sur ce point. Nous allons faire de la pédagogie, ce que personne ne fait. Parce que quand on s'adresse à quelqu'un qui est déjà acquis à la cause, on n'avance pas beaucoup. Nous allons essayer de convaincre les autorités civiles, militaires, confessionnelles, politiques, syndicales, tous les ministères, de l'intérêt de l'esprit de défense de la souveraineté. Alors, j'ai déjà écrit au chef d'état-major des armées, qui ne m'a pas répondu non plus. Il a démissionné une semaine plus tard. J'ai écrit au nouveau chef d'état-major des armées, qui s'est fait remarquer par son intervention devant le Congrès des maires de France. Non pas à la personne, je m'adresse à la fonction, car ce qu'il a dit aux maires de France, à savoir, il apprenait le devoir de mémoire, l'esprit de défense, l'honneur armée-nation, la souveraineté, c'est exactement ce qui se trouve dans l'objet social de notre association, c'est-à-dire dans l'article 2 de nos statuts. Donc, je l'ai écrit non pas pour faire allégeance, au passage, je dis que je ne suivais pas dans son appréciation de la menace russe, mais parce que je m'inscris dans l'intérêt supérieur de la France. Le président ne laissera qu'un souvenir, lui également. L'armée française doit perdurer, comme la France. Et à terme, je suis optimiste. Je m'inscris comme un colibri, un semeur. Je ne sais pas si je serai moissonneur, mais pour qu'il y ait semaille, il faut qu'il y ait semence. Voilà. Donc, je dis vive la France et je salue tous les amis de la France. Je recrute pour Patria, en particulier des historiens. Parfait. Merci beaucoup, cher Général Cousteau. Nous nous retrouvons dès que vous avez une actualité, des annonces à faire, et effectivement, n'hésitez pas à contacter donc le site directement, postuler avec vos propositions. Merci beaucoup, Général. Excellente journée à vous et je vous dis à très bientôt lors d'une autre matinale, je l'espère. Merci de m'avoir invité. À bientôt.